Vous savez, mes amis, j'observe les marchés depuis plus de 75 ans maintenant, et il y a quelque chose qui se passe avec Nvidia qui me rappelle une fête qui a duré bien trop longtemps. Tout le monde danse encore, la musique est toujours forte, mais à un moment donné, quelqu'un doit annoncer la dernière chanson. La bulle de Nvidia est sur le point d'éclater et tout le monde l'ignore. Comment est-ce possible qu'une seule entreprise de semi-conducteurs vaille plus que l'économie entière du Japon ? Qu'est-ce que cela nous dit sur la santé réelle du marché ? Et surtout, pourquoi est-ce que je vous mets en garde aujourd'hui alors que tout le monde semble euphorique ? Je suis Warren Buffett et voici la zone de Warren. Nvidia vient de devenir la première entreprise à franchir la barre des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. 5 000 milliards, laissez-moi mettre cela en perspective pour vous. C'est plus que le PIB entier du Japon, la troisième économie mondiale. Une seule entreprise de semi-conducteurs vaut soi-disant plus que tout ce que le Japon produit en une année. Toutes leurs voitures, leur électronique, leurs machines et leurs services combinés. Alors oui, je ne dis pas que Nvidia n'est pas une bonne entreprise, il fabrique d'excellents produits. Jensen Huang a construit quelque chose de remarquable. Mais voici ce que j'ai appris il y a très longtemps de mon professeur Ben Graham. Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez. Et en ce moment, le prix que les investisseurs paient pour Nvidia a tellement dépassé ce qu'ils obtiennent réellement que cela me rappelle une autre époque, 1999 pour être exact. Nous nous souvenons tous de la façon dont cela s'est terminé, n'est-ce pas ? Les mathématiques sont simples, mais les conséquences sont graves. Laissez-moi vous expliquer ce que je vois. Permettez-moi de commencer par une histoire. En 1999, les gens me demandaient pourquoi je n'achetais pas d'actions Internet. Warren, tu rates le coche, me disait-il. Cette fois, c'est différent. Je me souviens d'être assis dans mon bureau à Omaha, regardant des entreprises qui se négociaient à 100 fois, 200 fois, même 300 fois leurs bénéfices, et je ne trouvais aucun moyen de faire fonctionner les calculs. Ce n'était pas que je ne comprenais pas la technologie, c'est que je comprenais l'arithmétique. Aujourd'hui, quand je regarde Nvidia, j'ai le même sentiment au creux de l'estomac. Nvidia se négocie actuellement à un ratio cours-bénéfice d'environ 58. Maintenant, certaines personnes vous diront que ce n'est pas cher pour une action de croissance. Ils vous montreront le ratio cours-bénéfice prévisionnel d'environ 30 à 36 et diront « Voyez Warren, c'est raisonnable quand on considère la croissance future, mais voici ce qu'ils oublient. » Ils supposent donc que cet avenir est garanti. Est-ce que vraiment le cas ? Laissez-moi vous expliquer la valeur intrinsèque telle que je la conçois. Quand je regarde une entreprise, je me pose une seule question. Combien valent aujourd'hui les flux de trésorerie futurs de cette entreprise ? C'est tout. Ce n'est pas compliqué. J'estime l'argent que cette entreprise générera au cours de sa vie. Je l'actualise au dollar d'aujourd'hui en utilisant un taux raisonnable et cela me donne la valeur intrinsèque. Si je peux l'acheter pour beaucoup moins que ce chiffre, ce que Ben Graham appelait une marge de sécurité, alors je suis intéressé. Nvidia a généré environ 165 milliards de dollars de revenus au cours des 12 derniers mois. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Ils ont gagné environ 86 milliards de dollars de bénéfices, leur donnant une marge bénéficiaire stupéfiante de 52%. Ce sont des chiffres extraordinaires, mais voici où nous devons freiner. Avec une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars, le marché dit que nous croyons que Nvidia continuera à générer ce genre de bénéfices, non seulement cette année ou l'année prochaine, mais pendant de très nombreuses années à venir et que ces bénéfices augmenteront considérablement. Le marché valorise la perfection. Il valorise un monde où Nvidia maintient sa domination, où aucun concurrent ne rattrape son retard, où leurs clients continuent de dépenser des centaines de milliards en infrastructures d'intelligence artificielle indéfiniment, et où les retours sur tous ces investissements en IA justifient les dépenses. C'est beaucoup d'hypothèses, n'est-ce pas ? Et quand vous empilez des hypothèses sur des hypothèses, vous ne faites pas d'investissement, vous spéculez. Laissez-moi vous montrer les calculs d'une autre manière. Le ratio valeur d'entreprise sur flux de trésorerie disponible de Nvidia est d'environ 69. Cela signifie que
que vous payez 69 $ pour chaque dollar de flux de trésorerie disponible que l'entreprise génère. Le flux de trésorerie disponible, c'est ce qui reste après qu'une entreprise a payé toutes ses factures et fait les investissements nécessaires. C'est de l'argent réel qui pourrait être retourné aux actionnaires. Payer 69 fois le flux de trésorerie disponible signifie que vous pariez que Nvidia peut augmenter considérablement son flux de trésorerie pendant des décennies. Mais voici ce que l'histoire nous enseigne. Aucune entreprise ne maintient une hypercroissance pour toujours. Plus vous devenez grand, plus il est difficile de croître. Quand vous êtes déjà l'entreprise la plus précieuse au monde, d'où viennent les 5000 milliards suivants? Comparez cela avec ce que je recherche. Quand j'ai acheté Coca-Cola en 1988, j'ai payé environ 15 fois les bénéfices pour une entreprise dont je comprenais qu'elle vendrait encore des milliards de bouteilles de Coca des décennies plus tard. Quand j'ai investi dans American Express, j'ai payé un multiple raisonnable pour une entreprise avec un avantage concurrentiel durable. Je pouvais voir leur douve. Je pouvais comprendre leur économie pour les 20, 30, même 50 prochaines années. Quelqu'un peut-il honnêtement me dire qu'il peut prédire l'industrie des semi-conducteurs avec ce genre de certitude? Le marché des puces d'intelligence artificielle devrait croître jusqu'à 165 milliards de dollars d'ici 2030. C'est une croissance significative par rapport à environ 52 milliards en 2025. Mais voici le piège. Nvidia détient actuellement environ 86% de parts de marché dans les GPU d'IA. Quand vous êtes 86% de parts de marché, il n'y a qu'une seule direction possible. Peut-être qu'ils la maintiennent, peut-être qu'elle glisse à 70%, peut-être 60%. Chaque point de pourcentage qu'ils perdent représente des milliards de revenus qu'ils ne captureront pas. Et ne vous y trompez pas, la concurrence arrive. AMD investit massivement. Intel essaie de rattraper son retard. Mais plus important encore, les plus gros clients de Nvidia, Amazon, Google, Microsoft, Meta, développent tous leurs propres puces. Ces hyperscalers ont représenté environ 40% des ventes de Nvidia au cours des derniers trimestres. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment la conception de puces, ils le font parce qu'ils ont fait les calculs et réalisent qu'ils paient des prix Nvidia qui n'ont pas de sens économique pour leurs propres entreprises. Quand vos meilleurs clients deviennent vos concurrents, ce n'est pas une douve, c'est un problème. Laissez-moi aborder autre chose, l'argument selon lequel Nvidia est plus qu'une simple entreprise de puces, qu'ils sont une entreprise de plateforme avec leur écosystème logiciel CUDA, créant des coûts de changement élevés, c'est partiellement vrai. CUDA a environ 3,5 millions de développeurs et les coûts de changement sont réels. Mais laissez-moi vous poser cette question. Si je dirigeais l'une de ces grandes entreprises technologiques, dépensant des milliards en puces Nvidia, et que je pouvais économiser 30 à 40% en développant mon propre silicium, combien de temps les coûts de changement m'arrêteraient-ils ? Pas longtemps, le marché valorise Nvidia comme si c'était Coca-Cola, comme si leur position concurrentielle était inattaquable pendant des décennies. Mais les semi-conducteurs ne sont pas des boissons gazeuses, les dynamiques concurrentielles sont complètement différentes. Intel était autrefois considéré comme invincible, Cisco aussi, Nokia aussi. La technologie évolue vite et les avantages concurrentiels dans cette industrie peuvent s'évaporer plus rapidement que la rosée du matin. Voici une autre façon d'y penser. Aux prix actuels, Nvidia se négocie à environ 8,5 fois la valeur comptable. Cela signifie que vous payez 8,50 $ pour chaque dollar d'actifs réels que l'entreprise possède. Cela pourrait avoir du sens pour une entreprise avec des avantages concurrentiels incroyablement durables et des flux de trésorerie prévisibles, mais cela suppose que la propriété intellectuelle, la marque et la position de marché de Nvidia maintiendront leur valeur pendant très longtemps. La marge brute de 76% dont Nvidia jouit actuellement est un autre drapeau rouge pour moi en tant qu'investisseur axé sur la valeur. Ce genre de marge attire la concurrence comme le miel attire les abeilles. Chaque entreprise sur Terre regarde les marges d'Nvidia et pense « je veux une part de ça ». Les marges élevées sont merveilleuses quand vous pouvez les maintenir, mais l'histoire montre que dans la technologie, les profits supranormaux ne durent peut-être pas éternellement. Quand je calcule la
valeur intrinsèque de Nvidia en utilisant des hypothèses conservatrices. Et j'utilise toujours des hypothèses conservatrices parce que j'ai appris que l'optimisme coûte de l'argent en investissement. J'obtiens un chiffre qui n'est nulle part près de 5000 milliards, même si je leur donne crédit pour une croissance continue, même si je suppose qu'ils maintiennent une forte rentabilité, même si je suis généreux avec mes hypothèses, je ne peux pas arriver à un chiffre qui justifie le prix actuel. C'est la définition de la surévaluation. Vous savez, j'ai vécu beaucoup de manies. J'investissais pendant la folie des Nifty 50 des années 60 et 70. J'ai regardé le boom et l'effondrement des conglomérats. J'ai vu la bulle des actifs japonais dans les années 80. Mais rien ne se compare à ce que j'ai vu en 1999 et 2000. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que je vois les mêmes schémas se répéter. En 1999, Barron's publiait un article intitulé « Qu'est-ce qui ne va pas, Warren ?» Il suggérait que j'avais perdu mon toucher. Mon portefeuille était en baisse de 21% cette année-là, tandis que le Nasdaq était en hausse de plus de 80%. L'action de Berkshire Hathaway se faisait marteler. Les investisseurs vendaient mes actions pour acheter des entreprises Internet qui n'avaient jamais gagné $1 de profit. C'était douloureux à regarder. Je me souviens que les gens me disaient que je ne comprenais pas la nouvelle économie. Ils disaient que j'étais un vieil homme coincé dans le passé. Ils me disaient que l'Internet changeait tout, que les anciennes métriques d'évaluation ne s'appliquaient plus, que je devais me mettre à jour ou être laissé pour compte. Ça vous semble familier, mais voici ce que je savais alors et ce que je sais maintenant. Les fondamentaux commerciaux ne changent pas. Une entreprise vaut la valeur actuelle de ses flux de trésorerie futurs. Point final, peu importe si vous vendez des chaussures en ligne ou dans un magasin. Les calculs sont les calculs. Pendant l'ère des .com, j'ai vu des entreprises sans revenus se négocier à des valorisations de milliards de dollars. J'ai vu des plans d'affaires qui disaient essentiellement « Nous perdrons de l'argent sur chaque transaction, mais nous le compenserons en volume ». C'était une illusion de masse. Les gens s'étaient convaincus que les globes oculaires et les clics se traduiraient éventuellement en profit, même s'ils ne pouvaient pas expliquer exactement comment ou quand. Le ratio capitalisation boursière sur PIB, ce que les gens appellent maintenant, l'indicateur Buffett, a atteint environ 140% début 2000. J'ai écrit dans le magazine Fortune cette année-là que lorsque le ratio approche 200%, vous jouez avec le feu. Aujourd'hui, ce ratio est de 207%. Nous avons dépassé le niveau de danger contre lequel j'ai mis en garde il y a 25 ans. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. De mars 2000 à octobre 2002, le Nasdaq a chuté de 78%. Des entreprises qui valaient des dizaines de milliards sont devenues sans valeur. Pets.com, Webvan, eToys, des milliards de dollars se sont évaporés. Le marché a choisi certains des bons gagnants comme Amazon et eBay. Mais même ces actions ont chuté de 90% ou plus avant de se rétablir. La leçon n'était pas que l'Internet n'était pas révolutionnaire. Bien sûr qu'il l'était. La leçon était que la technologie révolutionnaire ne justifie pas n'importe quel prix. Même si vous choisissiez les gagnants, vous perdiez quand même de l'argent si vous payiez trop cher. Aujourd'hui, je regarde l'histoire se répéter avec les actions d'intelligence artificielle. Nvidia est au centre de tout cela. Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, les actions d'IA ont représenté 75% de tous les rendements du S&P 500. Pensez à ça, 3/4 de tous les gains du marché boursier proviennent d'une poignée d'entreprises surfant sur la vague de l'IA. C'est encore plus concentré que la bulle .com. Les soi-disant 7 magnifiques représentent maintenant 35% de l'ensemble du S&P 500. En 2000, les principales actions technologiques représentaient environ 18%. Nous avons construit une structure de marché qui est 2 fois plus concentrée que la bulle, qui a anéanti 5000 milliards de dollars de richesse. Les parallèles sont troublants. Tout comme en 1999, tout le monde sait que l'IA est transformatrice. Tout comme en 1999, les entreprises investissent des sommes énormes basées sur cette conviction.
Les grandes entreprises technologiques ont investi 560 milliards de dollars dans l'infrastructure d'IA au cours des 2 dernières années. Mais voici la vérité inconfortable. Ces mêmes entreprises n'ont généré qu'environ 35 milliards de revenus d'IA réels. C'est un écart investissement-revenu de 16 contre 1. Laissez-moi répéter cela parce que c'est important. Nous voyons 560 milliards d'investissements, poursuivant 35 milliards de revenus. Est-ce que cela vous semble durable? Une étude récente de Yale et du MIT a examiné plus de 300 organisations mettant en œuvre des projets d'IA générative. La conclusion, 95% n'ont obtenu exactement 0 retour sur investissement. Ce n'est pas une faute de frappe, 95% n'ont rien récupéré. Ces entreprises ont dépensé de l'argent, embauché des gens, acheté des puces Nvidia et n'ont obtenu aucun retour positif. Maintenant, je ne dis pas que l'IA ne créera pas finalement de la valeur. Je suis sûr qu'elle le fera. L'Internet a finalement créé une énorme valeur, mais le timing et l'échelle importent. Si les entreprises dépensent des centaines de milliards maintenant et ne verront pas de retour pendant 5 ou 10 ans, qu'arrive-t-il à tout ce qui les dépense entre-temps? Qu'arrive-t-il aux entreprises qui fabriquent les pioches et les pelles, des entreprises comme Nvidia, quand la ruée vers l'or ralentit? En 2000, les entreprises de télécommunications ont dépensé plus de 500 milliards de dollars pour construire des réseaux de fibres optiques. La demande était réelle, la technologie était réelle, mais ils ont construit trop et trop vite, basé sur des projections trop optimiste. Quand la demande ne s'est pas matérialisée aussi rapidement que prévu, ces entreprises ont fait faillite. L'infrastructure qu'ils ont construite était précieuse, mais les investisseurs qui l'ont financée à des prix de bulle ont tout perdu. Je vois le même risque avec l'infrastructure d'IA aujourd'hui. Construisons-nous des centres de données et achetons-nous des puces plus rapidement que les applications d'IA ne peuvent générer des revenus pour justifier l'investissement? Je pense que oui. Abonne-toi si tu aimes cette vidéo parce que dans la zone de Warren, tu apprendras tout sur les finances et l'économie. Laissez-moi partager autre chose que j'ai appris de la bulle.com. Pendant cette période, Berkshire a sous-performé le Nasdaq de 189 points de pourcentage de mi-1998 à début 2000. C'était brutal. Nos actionnaires me questionnaient. Les médias écrivaient des articles pour savoir si j'avais perdu mon toucher. Il a fallu chaque once de discipline que j'avais pour m'en tenir à mes principes. Mais ensuite, la bulle a éclaté. De 2000 à 2002, Berkshire était en hausse de 30%, tandis que le Nasdaq chutait de 73%. Soudain, ces mêmes articles me qualifiaient de prophète. Mais je n'étais pas prophète, j'étais juste patient. Je m'en suis tenu à ce que je savais fonctionner, acheter de bonnes entreprises à des prix raisonnables. Voici ce que je veux que vous compreniez. Pendant la bulle.com, je n'ai pas vendu les actions que je possédais. Je n'ai pas essayé de chronométrer le marché. J'ai juste refusé de participer à la manie. J'ai conservé de l'argent liquide. Les gens me critiquaient pour ça aussi. Warren, tu es assis sur tout cet argent pendant que les actions montent, mais je préfère conserver de l'argent liquide et attendre des opportunités plutôt que de payer des prix idiots juste pour rester pleinement investi. Aujourd'hui, Berkshire Hathaway a 382 milliards de dollars en liquidité et en bons du trésor. C'est un record. Les gens me demandent « Warren, pourquoi tu conserves autant d'argent liquide? Pourquoi n'achètes-tu pas d'actions ?» La réponse est simple. Je ne trouve pas assez d'entreprises qui se négocient à des prix qui ont du sens. À 94 ans, j'ai appris qu'il vaut bien mieux attendre le bon lancer que de swinger sur tout. Nous avons été vendeurs nets d'actions pendant 12 trimestres consécutifs. Nous avons vendu 184 milliards de plus en actions que nous n'en avons acheté. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les actions, c'est parce que je n'aime pas les prix. Et nulle part, les prix ne sont plus extrêmes que dans les actions d'IA avec Nvidia en tête. Il y a un autre parallèle historique qui vaut la peine d'être mentionné. À la fin des années 60 et au début des années 70, il y avait un groupe d'actions appelé les Nifty 50. C'était soi-disant des actions à décision unique. Vous les achetiez et les gardiez pour toujours parce que c'était de si grandes entreprises, des entreprises comme Xerox, Polaroid, Digital Equipment. L'idée était que ces entreprises étaient si dominantes
performantes, si innovantes que vous pouviez payer n'importe quel prix pour elles. Le ratio cours-bénéfice moyen des Nifty 50 a culminé autour de 42. Certaines actions individuelles se négociaient à des ratios de 80, 90, même plus de 100. Et c'était de grandes entreprises. Mais elles étaient valorisées pour la perfection. Quand la perfection ne s'est pas matérialisée, quand la croissance a ralenti ne serait-ce qu'un peu, ces actions se sont effondrées. Xerox a chuté de 71%, Polaroid de 91%. Aujourd'hui, Nvidia se négocie à un ratio cours-bénéfice de 58. Le marché la valorise comme une action Nifty 50, une entreprise qui dominera pour toujours, mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir que pour toujours est très long dans les affaires. Et la domination est une chose très fragile dans la technologie. La partie la plus triste des bulles, c'est qu'elle blesse les gens qui peuvent le moins se le permettre. Les investisseurs particuliers, les gens ordinaires qui épargnent pour la retraite, voient les actions monter et ont l'impression de rater quelque chose. Ils entrent au sommet juste avant que la bulle n'éclate. Puis ils y paniquent et vendent au plus bas. C'est arrivé en 1929, en 1987, en 2000, en 2008. Ça arrivera encore. C'est pourquoi je parle maintenant. Pas parce que je suis baissier sur la technologie ou sur l'Amérique. Je suis aussi optimiste sur l'Amérique que je l'ai toujours été. Mais je suis préoccupé par le fait que les gens confondent une belle histoire avec un bon investissement à n'importe quel prix. Laissez-moi aborder les arguments que les taureaux de Nvidia avancent, parce que je veux être juste envers les deux côtés. J'ai toujours cru que vous devriez pouvoir argumenter le côté opposé de votre position aussi bien que le vôtre. Alors, laissez-moi exposer le cas haussier pour Nvidia, puis expliquer pourquoi je pense qu'il est défectueux. Le cas haussier est le suivant. Nvidia n'est pas juste une entreprise de puces, c'est le marchand d'armes de la révolution de l'IA. Chaque entreprise a besoin d'IA et chaque IA a besoin de puces Nvidia. Ils ont 86% de part de marché dans les GPU d'IA, une base installée massive, et leur plateforme logicielle SUDA crée une douve parce que les coûts de changement sont élevés. Le marché de l'IA devrait croître de 52 milliards en 2025 à 165 milliards d'ici 2030 et Nvidia capturera la majeure partie de cette croissance. Ils ont des marges opérationnelles incroyables, un PDG visionnaire et ils introduisent de nouvelles architectures comme Blackwell et Rubin qui les garderont en avance sur les concurrents. Oh, et une dernière chose, cette fois c'est vraiment différent parce que l'IA est plus transformatrice que tout ce que nous avons vu auparavant. C'est une histoire convaincante, je comprends pourquoi les gens y croient, mais laissez-moi y faire quelques trous. Premièrement, parlons de ces 86% de parts de marché. Charlie Munger, mon défunt partenaire, avait l'habitude de dire « Montre-moi l'incitation et je te montrerai le résultat ». Quand vous avez 86% de parts de marché et des marges extraordinaires, vous montrez à tout le monde dans le monde une incitation à vous concurrencer. Vous peignez une cible sur votre dos. Les plus gros clients de Nvidia sont Amazon, Microsoft, Google et Meta. Ensemble, ils représentent environ 40% des revenus de Nvidia. Et maintenant, ces 4 entreprises développent toutes leurs propres puces d'IA. Amazon a Trainium et Inferentia, Google a les TPU, Microsoft a Maya, Meta a son propre Silicium, ce ne sont pas des projets amateurs. Ces entreprises investissent à main des milliards parce qu'elles ont fait les calculs et réalisé que développer leur propre puce, même avec tous les coûts et défis, est moins cher que de payer les prix de Nvidia indéfiniment. Les taureaux de Nvidia diront « oui », mais ces puces personnalisées sont principalement pour l'inférence, pas l'entraînement. Nvidia dominera toujours l'entraînement, peut-être, mais à mesure que les modèles d'IA mûrissent, l'inférence devient la charge de travail la plus importante. Former un modèle est un coût unique. Exécuter ce modèle pour des millions ou des milliards d'utilisateurs, c'est l'inférence, c'est-à-dire, et c'est là que se trouve la demande continue. Si les hyperscalers déplacent leur charge de travail d'inférence vers du silicium personnalisé, le marché adressable de Nvidia rétrécit. Deuxièmement, examinons l'hypothèse que les dépenses en IA continueront de croître au taux actuel. Les entreprises ont investi 560 milliards dans l'infrastructure d'IA, mais n'ont généré que 35 milliards de revenus.
À un moment donné, les directeurs financiers vont poser des questions difficiles sur le retour sur investissement. À un moment donné, les conseils d'administration vont vouloir voir des bénéfices réels de toutes ces dépenses. J'ai appris il y a longtemps que les révolutions technologiques prennent plus de temps à monétiser que ce que les gens attendent. L'Internet a mis des décennies à transformer complètement les affaires. Le commerce électronique était annoncé dans les années 90, mais Amazon n'est devenu systématiquement rentable qu'en 2009, 10 ans après l'éclatement de la bulle. Les voitures électriques étaient l'avenir en 2010, mais Tesla n'a pas eu d'année rentable avant 2020. Ces choses prennent du temps. Le danger est que les entreprises ont avancé les dépenses en IA basées sur des projections optimistes. Elles ont construit des centres de données, acheté des puces, embauché des ingénieurs en IA tout en pariant sur un avenir qui peut prendre 5 ou 10 ans à se matérialiser. Qu'arrive-t-il l'année 3 quand le directeur financier dit « Nous avons dépensé 3 milliards en IA et les revenus sont en hausse de 100 millions ». Peut-on ralentir ça? C'est à ce moment que l'histoire de croissance de Nvidia heurte un mur. Troisièmement, il y a la dynamique concurrentielle sur laquelle je continue de revenir. L'industrie des semi-conducteurs a un mauvais bilan de domination soutenue. Intel possédait plus de 80% du marché des CPU pendant des décennies, mais leur avance dans la fabrication avancée s'est évaporée. Leur capitalisation boursière est passée de 250 milliards à 100 milliards en quelques années. Cisco était le roi incontesté de l'équipement de réseau avec une capitalisation boursière d'1 billion de dollars en 2000. Aujourd'hui, ils sont à 240 milliards. Nokia possédait le marché des téléphones mobiles. BlackBerry possédait le marché des smartphones. Où sont-ils maintenant? Qu'est-ce qui fait croire à quelqu'un que Nvidia est immunisé contre ces dynamiques? Oui, CUDA crée des coûts de changement, mais l'architecture x86 d'Intel aussi, et Windows de Microsoft aussi, la base de données d'Oracle aussi, les coûts de changement ralentissent, la disruption, ils ne l'empêchent pas. Les taureaux souligneront le cycle d'innovation rapide de Nvidia comme défense. Ils sortent de nouvelles architectures tous les 2 ans. Ampere, Hopper, Blackwell, Rubin, cela les garde en avance sur les concurrents. Mais voici le problème. Chaque nouvelle génération nécessite que les clients de Nvidia effectuent une mise à niveau. Ces mises à niveau coûtent des centaines de milliards de dollars dans toute l'industrie. À un moment donné, les clients diront nos puces actuelles sont assez bonnes pour ce dont nous avons besoin. Nous sauterons chez cette génération. C'est à ce moment que la croissance de Nvidia décélère. Quatrièmement, il y a la situation avec la Chine. La Chine représentait historiquement 20 à 25% des revenus de Nvidia. Les contrôles à l'exportation ont gravement limité ce marché. Il y a maintenant des discussions sur l'assouplissement de certaines restrictions, mais la situation géopolitique est imprévisible. Vous me demandez d'évaluer Nvidia comme si leur entreprise était stable et prévisible, mais ils sont profondément exposés à un risque géopolitique qui pourrait changer du jour au lendemain en fonction de décisions prises à Washington ou à Pékin. Ce n'est pas une douve, c'est un facteur de risque. Cinquièmement, et c'est crucial, le marché valorise Nvidia comme si elle allait croître dans sa valorisation sans heurts au cours des 5 à 10 prochaines années. Mais les affaires ne fonctionnent pas comme ça. Il y aura des bosses, il y aura des trimestres où la croissance décevra, il y aura une menace concurrentiel qui émergera, il y aura un ralentissement macroéconomique qui amènera les clients à réduire les dépenses en IA. Quand cela arrivera, l'action ne fera pas simplement une pause, elle sera coupée de moitié parce qu'elle est valorisée pour la perfection. J'ai déjà vu ce film. En 2000, les gens disaient que Cisco allait dominer le réseautage pour toujours. L'Internet croissait exponentiellement et Cisco vendait l'équipement qui le faisait fonctionner. Ils avaient des marges brutes de 70%. L'action se négociait à 150 fois les bénéfices. Puis les dépenses en télécommunications ont ralenti et l'action a chuté de 86%. Il a fallu 24 ans pour que Cisco retrouve son prix de pointe. 24 ans, Cisco était-elle une mauvaise entreprise? Non. L'Internet a-t-il cessé de croître? Non. La technologie était-elle importante?
Absolument, mais les gens ont payé trop cher et il a fallu des décennies pour croître dans cette valorisation. C'est ma crainte avec Nvidia. Même si tout se passe bien, même s'ils maintiennent la domination, même si les dépenses en IA continuent de croître, même s'ils exécutent parfaitement, l'action pourrait quand même sous-performer pendant une décennie parce que les gens ont payé trop cher. Permettez-moi d'aborder un dernier argument haussier selon lequel Nvidia passe d'une entreprise de matériel à une entreprise de plateforme avec des logiciels et des services. Cela est censé améliorer les revenus récurrents et justifier des valorisations plus élevées. Mais voici le problème. Chaque entreprise de matériel dit cela. HP l'a dit, Dell l'a dit, Cisco l'a dit. Intel le dit aujourd'hui. Les investisseurs devraient être sceptiques face aux entreprises de matériel, affirmant qu'elles sont vraiment des entreprises de logiciels. Les marges pourraient s'améliorer un peu, mais les dynamiques commerciales fondamentales ne changent pas tant que ça. Les revenus de Nvidia proviennent toujours majoritairement de la vente de puces, même si les logiciels et services atteignent 20% des revenus au cours des 5 prochaines années. Ce qui serait impressionnant, c'est toujours une entreprise dominée par le matériel, et les entreprises de matériel ne méritent pas des multiples de logiciels. Voici où tout se résume. Quand j'évalue une entreprise, je ne me demande pas ce qui pourrait bien se passer à SAC, je me demande ce qui pourrait mal se passer, et à quel point cela pourrait être grave avec Nvidia à 5000 milliards. Il y a beaucoup plus qui peut mal se passer que ce qui peut bien se passer. S'ils exécutent parfaitement, peut-être que l'action double en 5 ans. Mais si l'exécution faiblit ne serait-ce qu'un peu, l'action pourrait chuter de 50% ou plus. Ce n'est pas un ratio risque-récompense attractif. J'ai appris de Ben Graham que la marge de sécurité est la pierre angulaire de l'investissement. Vous ne payez pas le prix plein même pour la meilleure entreprise. Vous attendez une décote qui vous protège des problèmes imprévus. Nvidia n'offre aucune marge de sécurité. Elle offre le contraire. Elle est valorisée comme si chaque hypothèse optimiste allait se réaliser et plus encore, comme je l'ai souvent dit, il vaut bien mieux acheter une entreprise merveilleuse à un prix équitable qu'une entreprise équitable à un prix merveilleux. Mais payer un prix merveilleux pour une entreprise merveilleuse, c'est comme ça qu'on perd de l'argent. Alors, où cela nous laisse-t-il? Que devraient faire les investisseurs? Premièrement, comprenez que je ne dis pas que Nvidia est une mauvaise entreprise. Je ne dis pas que l'IA n'est pas importante. Je ne dis même pas que l'action ne peut pas monter à court terme. Les bulles peuvent gonfler plus longtemps que ce que les gens rationnels attendent. J'ai appris cette leçon douloureusement en 1999. Ce que je dis, c'est ceci. À 5000 milliards de dollars, Nvidia est valorisée pour un avenir qui pourrait ne pas arriver ou arriver beaucoup plus lentement que prévu. La marge de sécurité a disparu. Vous payez plus de 50 fois les bénéfices pour une entreprise dans une industrie férocement concurrentielle avec des perspectives à long terme incertaines. C'est de la spéculation, pas de l'investissement. Si vous possédez Nvidia, je vous suggère de vous poser une question simple. Si l'action chutait de 50% demain, en achèteriez-vous plus à pleine main? Si la réponse est non, alors vous êtes peut-être surexposé. J'ai toujours cru que vous ne devriez posséder qu'autant d'une action que vous seriez à l'aise d'en acheter plus si le prix baisse de manière significative. Pour ceux qui ne la possèdent pas, je recommanderais la patience. Je sais que c'est difficile de regarder une action continuer à monter. Je sais que vous avez l'impression de rater quelque chose. Mais rater des gains surévalués n'est pas la même chose que rater de bons investissements. Les meilleures opportunités d'investissement arrivent quand les autres ont peur, pas quand ils sont euphoriques. Voici mon conseil, et c'est le même conseil que je donne depuis 70 ans. Investissez dans des entreprises que vous comprenez à des prix qui ont du sens avec un horizon à long terme. Ne courez pas après la performance, n'achetez pas des histoires, achetez des entreprises. Ne faites pas attention à ce que l'action fait au jour le jour ou même d'année en année. Concentrez-vous sur la valeur commerciale sous-jacente. En ce moment, je ne peux pas faire fonctionner les calculs sur Nvidia à quoi que ce soit proche des prix actuels. Peut-être que j'ai tort, peut-être que la révolution de l'IA se déroulera exactement comme les optimistes le prédisent et Nvidia maintiendra sa domination pendant des décennies. Si c'est le cas, je raterai certains gains. Je peux vivre avec ça. Ce avec quoi je ne peux pas vivre, c'est perdre l'argent de mes actionnaires en achetant dans une manie au sommet. J'ai pris cet engagement envers moi-même en 1956 quand j'ai lancé mon partenariat et je l'ai gardé depuis.
Je préfère expliquer pourquoi nous n'avons pas participé aux gains plutôt que d'expliquer pourquoi nous avons participé aux pertes. La belle chose à propos de l'investissement, c'est que vous n'avez pas à swinger sur chaque lancée. Vous pouvez rester là avec une batte sur votre épaule, attendant votre lancée aussi longtemps que vous le souhaitez. Il n'y a pas de prise comptée dans l'investissement. Vous ne swingez que quand vous voyez une opportunité qui a du sens. Et Nvidia à 5000 milliards n'est pas mon lancer. Ça pourrait être celui de quelqu'un d'autre, mais après 75 ans d'investissement, j'ai appris à faire confiance à mon processus. Et mon processus dit que l'action est beaucoup plus chère que ce que sa valeur intrinsèque justifie. Le temps dira qui a raison, mais j'ai été dans ce jeu assez longtemps pour savoir qu'à long terme, le prix et la valeur convergent. Toujours eu, toujours le feront. Vous savez, il y a quelque chose de particulier dans la nature humaine qui nous pousse à croire que cette fois c'est différent. Nous voulons croire au miracle, nous voulons croire que nous avons trouvé l'action magique qui ne baissera jamais, l'entreprise qui dominera pour toujours, car la technologie qui change les règles du jeu, et parfois ces choses sont vraiment révolutionnaires. L'IA est réelle, elle transformera notre monde, mais vous savez ce qui est aussi réel? La gravité financière, les lois de l'économie, l'arithmétique de base. Quand je regarde Nvidia aujourd'hui, je vois une excellente entreprise qui se négocie à un prix horrible. Je vois des investisseurs qui ont abandonné toute discipline, qui justifient des prix irrationnels avec des arguments qui sonnent sophistiqués mais qui sont fondamentalement défectueux. Je vois l'euphorie remplacer l'analyse. Je vois la cupidité déguisée en conviction et j'ai vécu assez longtemps pour savoir comment ces histoires se terminent. Laissez-moi vous raconter quelque chose sur les bulles que j'ai apprises au fil des décennies. Elles ne se terminent jamais parce que tout le monde se réveille soudainement et réalise qu'ils ont eu tort. Elles se terminent parce que la réalité finit par rattraper les attentes. Les entreprises doivent livrer les bénéfices que leur valorisation implique. Les revenus doivent justifier les investissements. Les flux de trésorerie doivent matérialiser. Et quand ils ne le font pas, ou quand ils le font mais pas assez vite, les valorisations s'ajustent. Violemment, douloureusement, inexorablement. Vous voyez, le problème avec payer 58 fois les bénéfices pour Nvidia, ce n'est pas seulement que c'est cher, le problème c'est que ça ne laisse aucune marge d'erreur, aucune place pour la déception, aucun coussin contre l'inattendu. Et dans les affaires, l'inattendu arrive toujours, les clients pourraient développer leur propre puce plus rapidement que prévu, la Chine pourrait imposer des restrictions plus strictes, un concurrent pourrait sortir une technologie révolutionnaire, l'économie pourrait ralentir, les dépenses en IA pourraient plafonner, les applications d'IA pourraient ne pas générer les revenus que tout le monde attend. N'importe lequel de ces événements pourrait couper l'action en deux. Et devinez quoi? Au moins un d'entre eux se produira probablement, peut-être plusieurs, parce que c'est comme ça que fonctionnent les affaires. Ce n'est jamais une ligne droite vers le haut. Maintenant, les taureaux de Nvidia me diraient que je suis trop pessimiste. Ils diraient que je ne comprends pas la technologie. Ils diraient que cette fois c'est vraiment différent. Ce sont les mêmes choses qu'ils m'ont dites en 1999 à propos des actions Internet. Les mêmes choses qu'ils ont dites à propos du Nifty 50 dans les années 70. Les mêmes choses qu'ils disent à chaque bulle. Mais comprenez-moi bien, je ne suis pas contre la technologie, je ne suis pas contre l'innovation, je ne suis pas contre Nvidia en tant qu'entreprise. Ce contre quoi je suis, c'est payer des prix qui n'ont aucun sens. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous savez que ce que Charlie Munger me disait toujours, il disait « Warren, investir n'est pas censé être facile. Quiconque pense que c'est facile est stupide. » Et vous savez, ce qui rend l'investissement difficile, c'est regarder les autres gagner de l'argent sur des choses que vous pensez être surévaluées. C'est avoir la discipline de dire non quand tout le monde autour de vous dit « oui ». C'est dur, croyez-moi, je sais. J'étais là en 1999, regardant mes amis faire fortune sur des actions Internet pendant que je restais sur la touche. J'étais là en voyant mon action être massacrée pendant que les gens m'appelaient dépassé. J'étais là en lisant les articles disant que j'avais perdu mon toucher. Mais vous savez quoi? J'ai aussi été là en 2001 et 2002 quand ces mêmes personnes ont tout perdu. J'étais là quand les entreprises dans lesquelles ils investissaient ont fait faillite. J'étais là quand ils réalisaient que les bénéfices ne venaient jamais, que les modèles économiques ne fonctionnaient pas, que les valorisations étaient une illusion, et je serai encore là quand la bulle de l'IA éclatera.
parce qu'elle éclatera. Peut-être pas demain, peut-être pas l'année prochaine, mais elle éclatera. Elles éclatent toujours. Vous voulez savoir pourquoi Berkshire Hathaway a 382 milliards de dollars en liquidité? Ce n'est pas parce que je ne peux pas trouver des entreprises à acheter, c'est parce que je ne peux pas trouver des entreprises à acheter à des prix qui ont du sens. Il y a une grande différence, et je préfère m'asseoir sur de l'argent liquide qui gagne 5% plutôt que d'acheter des actions surévaluées qui pourraient perdre 50%. Les gens disent « Warren, tu es trop conservateur. Tu rates des opportunités, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Préserver le capital est tout aussi important que de le faire croître. En fait, c'est plus important. Parce que si vous perdez 50%, vous devez gagner 100% juste pour revenir au point mort. C'est des mathématiques de base que les gens oublient quand ils sont pris dans l'euphorie. Voici une autre chose que j'ai apprise. Les meilleurs investissements ne ressemblent jamais aux meilleurs investissements quand vous les faites. Quand j'ai acheté Coca-Cola en 1988, les gens pensaient que j'étais fou. Une entreprise de boissons gazeuses? Vraiment, Warren. Mais je pouvais voir la valeur, je pouvais comprendre l'entreprise, je pouvais prévoir les flux de trésorerie. Et j'ai acheté à un prix raisonnable. C'est ce que je ne peux pas faire avec Nvidia. Je ne peux pas prévoir l'industrie des semi-conducteurs avec suffisamment de certitude pour justifier 58 fois les bénéfices. Je ne peux pas être sûr qu'ils maintiendront 86% de parts de marché. Je ne peux pas être certain que les dépenses en IA continueront. Au rythme actuel, il y a trop d'inconnus, trop de risques, trop d'incertitudes. Et quand il y a trop d'incertitudes, vous avez besoin d'une marge de sécurité plus grande, pas plus petite. Vous devriez payer moins, pas plus. C'est du bon sens d'investissement. Mais dans un marché euphorique, le bon sens sort par la fenêtre. Vous savez ce qui est ironique? Les gens qui achètent une Nvidia à ces prix pensent qu'ils sont des investisseurs sophistiqués. Ils parlent de TAM, de taux de croissance annuel composé, de pistes d'atterrissage, de tous ces termes à la mode. Ils se sentent intelligents parce qu'ils comprennent la technologie, parce qu'ils peuvent expliquer comment fonctionne CUDA, parce qu'ils savent qu'est-ce que signifie l'inférence versus l'entraînement. Mais vous savez quoi? Tout cela n'a pas d'importance si vous payez le mauvais prix. La plus grande erreur que font les investisseurs intelligents est de penser que comprendre l'entreprise signifie que c'est un bon investissement. Ce n'est pas le cas. Un bon investissement nécessite deux choses. Une bonne entreprise et un bon prix. Nvidia a la première. Elle n'a certainement pas la seconde. Laissez-moi vous parler de quelque chose d'autre qui m'inquiète. C'est la concentration du marché. Les 7 magnifiques représentent 35% du S&P 500. C'est insensé. Cela signifie que si ces 7 actions baissent, le marché entier baisse. Il n'y a pas de diversification. Il n'y a pas de sécurité. Tout le monde parie sur les mêmes chevaux et Nvidia est le plus grand de ces chevaux. C'est le leader du peloton. Alors quand elle trébuche, elle entraînera tout le monde avec elle. Les fonds indiciels, les ETF, les portefeuilles de retraite, tout est exposé à Nvidia, soit directement, soit indirectement. C'est un risque systémique. C'est le genre de choses qui me tient éveillé la nuit. Pas pour moi, je serais bien, mais pour tous ces gens ordinaires qui ont travaillé dur, épargné diligemment et qui vont tout perdre parce qu'ils ont été pris dans une manie qu'ils ne comprenaient pas vraiment. C'est pour ça que je parle. C'est pour ça que j'avertis. Pas parce que je veux avoir raison, pas parce que je veux me vanter plus tard, mais parce que j'ai vu ce film trop de fois et je sais comment il se termine. Vous voulez savoir ce qui va se passer? Laissez-moi vous le dire. À un moment donné, dans les prochaines années, peut-être demain, peut-être dans 3 ans, quelque chose va déclencher une vente. Peut-être qu'un client majeur annoncera qu'il réduit ses dépenses en IA. Peut-être que Nvidia ratera les estimations de bénéfices d'1%. Peut-être qu'un concurrent lancera une puce légèrement meilleure. Peut-être que l'économie ralentira. Le déclencheur précis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que quand cela arrivera, les gens réaliseront soudainement qu'ils ont payé beaucoup trop cher. La panique s'installera. Les ventes commenceront. Et parce que l'action est si valorisée pour la perfection, elle tombera vite et fort. Les algorithmes de trading déclencheront des ventes automatiques. Les fonds qui suivent la dynamique sortiront.
Les investisseurs particuliers paniqueront et en quelques semaines ou mois, des billions de dollars de valeur s'évaporeront. Pas parce que Nvidia est une mauvaise entreprise, mais parce que les gens ont payé des prix qui ne pouvaient jamais être justifiés. Et puis viendront les articles. Qu'est-il arrivé à Nvidia? Comment avons-nous pu nous tromper autant? Les signes étaient-ils là? Et oui, les signes seront là, ils sont là maintenant, mais personne ne veut les voir parce que tout le monde gagne de l'argent. Et quand tout le monde gagne de l'argent, il est facile d'ignorer les signes d'avertissement. Mais vous savez quoi? Je ne les ignore pas. Je ne peux pas, 75 ans d'expérience ne me laissent pas ignorer ces choses. J'ai développé un instinct pour détecter les bulles, et chaque instinct que j'ai me dit que Nvidia est dans une bulle. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu. Alors voici ma conclusion. Nvidia est une excellente entreprise, l'IA est une vraie révolution, mais ni l'un ni l'autre ne justifie payer 5 000 milliards de dollars pour une entreprise qui a gagné 86 milliards l'année dernière. C'est trop, c'est beaucoup trop. Et à un moment donné, le marché le réalisera. Quand cela arrivera, ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu, je vous préviens maintenant, je le dis clairement, la bulle de Nvidia va éclater, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et quand elle éclatera, beaucoup de gens seront blessés, des gens qui pensaient qu'ils investissaient, mais qui spéculaient en réalité, des gens qui pensaient que cette fois c'était différent, mais qui ont appris que ce ne l'était pas, des gens qui ont payé un prix merveilleux pour une entreprise merveilleuse et ont découvert que c'est comme ça qu'on perd de l'argent. Ne soyez pas l'une de ces personnes, soyez patient, soyez discipliné. Attendez le bon lancer, il y aura toujours une autre opportunité, il y aura toujours une autre entreprise, il y aura toujours un autre investissement, mais il n'y aura qu'un seul vous et votre travail est de protéger votre capital, de le faire croître régulièrement au fil du temps et de ne jamais se laisser prendre dans une manie. J'ai commencé cette conversation en disant que Nvidia me rappelle une fête qui a duré trop longtemps. Laissez-moi terminer avec cette pensée. Chaque grande fête finit par se terminer, la musique s'arrête, les lumières s'allument et les gens réalisent qu'ils doivent rentrer chez eux. La révolution de l'IA est réelle, elle changera notre monde. Les entreprises en bénéficieront, des fortunes seront faites, la productivité s'améliorera. Je ne doute d'aucune de ces choses, mais les révolutions ne justifient pas n'importe quel prix. Les bonnes entreprises peuvent être de mauvais investissements si vous payez trop cher. J'ai vécu suffisamment de cycles de marché pour savoir que le gagnant évident d'aujourd'hui devient souvent le récit édifiant de demain, pas parce que l'entreprise a échoué, mais parce que les investisseurs ont payé des prix qui n'avaient aucun rapport avec la valeur. Alors je vous laisse avec le même principe avec lequel j'ai commencé, le principe que Ben Graham m'a enseigné il y a 75 ans et le principe qui a guidé chaque investissement réussi que j'ai jamais fait. Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez. À 5 000 milliards de dollars, le prix de Nvidia a largement dépassé sa valeur et quand cela arrive, la gravité finit toujours par gagner. Elle gagne toujours. Merci de m'avoir écouté, restez rationnel là-bas. Et rappelez-vous, la qualité la plus importante pour un investisseur n'est pas l'intellect, c'est le tempérament.